Pourquoi une simple signature, posée sans un mot, a-t-elle glacé le sang des plus puissants groupes miniers de la planète? Un matin, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, paraphe une loi brève, sans caméra ni applaudissements. Pourtant, dans l'ombre de ce geste discret, un séisme silencieux secoue les tours vitrées de l'industrie mondiale de l'extraction. À présent, au Burkina Faso, il ne suffira plus de sortir l'or ou le manganèse du sol. Toute matière première devra être transformée sur le territoire avant même de songer à franchir les frontières. L'exportation brute appartient au passé. Désormais, il s'agit de fabriquer, d'innover et de créer de la valeur là où la richesse naît. En quelques articles à peine, Traoré inverse le sens de l'histoire. Fini de creuser pour expédier. Désormais, les minerais devront d'abord bâtir des usines, des emplois et nourrir l'économie burkinabé. La dépendance, patiemment entretenue par les multinationales, vacille soudain. Dans les sièges sociaux, l'urgence s'installe. Car si la matière est transformée sur place, la part à évacuer ou à rapatrier fond comme neige au soleil. Les bénéfices, autrefois captés par quelques actionnaires lointains, devront désormais être partagés avec les ingénieurs, ouvriers et entrepreneurs locaux. Tout reste à prouver. Si la réforme échoue, le Burkina Faso risque de replonger dans le piège de l'exportation appauvrissante, condamné à voir ses ressources s'évaporer au profit d'autrui. Mais si elle réussit, le pays pourrait devenir un exemple africain, forçant d'autres nations à reprendre la main sur leur destin économique. Pourquoi cette loi effraie-t-elle tant? Que risque, ou que peut espérer, un pays qui ose défier l'ordre établi? Pour saisir l'enjeu, il faut revenir aux origines du modèle extractif qui a façonné le continent. Remontons le temps pour comprendre comment l'Afrique est devenue le terrain de jeu des multinationales extractives. L'histoire du Burkina Faso, comme celle de tant d'autres pays, débute bien avant cette loi. Depuis des générations, un schéma se répète sur le continent africain. Exporter la richesse, importer la dépendance. L'Afrique extrait or, coton, cacao, puis rachète, à prix d'or, des téléphones, des voitures ou des médicaments. D'un côté, des cargaisons de matières premières quittent les ports. De l'autre, la valeur ajoutée s'évapore, laissant des sols épuisés et des économies exsangues. Prenons l'exemple du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent près de 2/3 du cacao mondial. Pourtant, la plus grande partie du chocolat vendu dans le monde est fabriquée en Europe ou en Amérique du Nord. Les pays producteurs n'encaissent qu'une infime fraction du prix final. Le Burkina Faso, bien que moins impliqué dans le cacao, subit la même logique pour l'or ou le coton. Ce cercle vicieux ne touche pas que la terre. Chaque tonne envoyée à l'étranger enrichit des multinationales, tandis que les villages restent privés de routes, d'écoles, d'emplois. Les ressources naturelles, promesses de prospérité, sont rarement synonymes de progrès local. L'espoir de voir ces richesses transformer la vie des habitants s'effrite, année après année. Regardons le pétrole du Nigeria. Premier producteur africain, le pays exporte la quasi-totalité de son brut. Les raffineries locales, souvent à l'arrêt, obligent le Nigeria à importer presque tous ses carburants. Résultat, pénurie et prix élevés pour la population, alors même que le pays regorge d'or noir. Depuis les indépendances, combien de fois a-t-on entendu parler de grandes réformes, de lois pour la souveraineté, de promesses de transformation locale? Chaque décennie amène ses annonces, ses plans, ses discours. Mais trop souvent, ces tentatives se heurtent à la réalité. Conditions imposées par les multinationales, moyens de pression limités pour les gouvernements. Sur le papier, changement. Sur le terrain, statu quo. Un exemple frappant, en Zambie, à la fin des années 90, le gouvernement privatise les mines de cuivre sous la pression des bailleurs de fonds internationaux. Les promesses de développement affluent, mais l'essentiel des bénéfices continue de filer à l'étranger. Les emplois locaux stagnent et le pays reste tributaire des cours mondiaux. Ce drame économique est aussi une question de dignité. Accepter ce système, c'est accepter de rester un fournisseur perpétuel, condamné à regarder partir la richesse, génération après génération. Refuser d'y voir une fatalité, c'est réclamer le droit de décider pour soi-même, de transformer la destinée d'un pays. Mais cette fois, la routine a été brisée.
Ibrahim Traoré n'a pas simplement réclamé une part du gâteau, il a redéfini les règles. La nouvelle loi sur la souveraineté des ressources, signée de sa main, impose une obligation radicale. Toute extraction minière au Burkina Faso doit désormais s'accompagner d'une transformation locale. Plus question d'exporter brut et d'importer fini. Désormais, prendre du sol burkinabé, c'est aussi bâtir de la valeur sur place. Soudain, le statu quo vacille. Mais imposer une telle révolution, c'est aussi s'attaquer à des intérêts puissants, prêts à tout pour préserver leurs privilèges. Ce n'est pas une simple réforme, mais une offensive directe contre le système du profit sans retour. Avec la nouvelle loi sur la souveraineté des ressources, Ibrahim Traoré impose un principe inédit. Chaque entreprise minière opérant au Burkina Faso doit désormais transformer localement une portion toujours plus importante de sa production, dans des délais stricts, sous une surveillance renforcée. Ce ne sont plus des promesses abstraites. La loi fixe des objectifs chiffrés, rend obligatoire des quotas d'emplois nationaux, impose le transfert réel de technologies et prévoit des sanctions très lourdes en cas de défaillance. Désormais, la contribution industrielle de chaque société étrangère doit être prouvée, documentée et soumise à une évaluation régulière. Il n'y a plus de place pour les engagements de façade ou les stratégies dilatoires. Pour le président Traoré, l'heure des rapports d'intention est révolue. Il exige des résultats tangibles, des usines qui ouvrent, des formations qui montent en puissance, des emplois créés et des compétences transférées. Afin d'éviter toute zone grise, la loi prévoit des calendriers précis, des indicateurs de suivi et des pénalités financières qui frappent sans détour tout manquement. Le message est clair. La souveraineté ne se négocie plus. Pour illustrer la portée de cette loi, imaginons une entreprise minière canadienne exploitant de l'or au Burkina Faso. Auparavant, elle extrayait le minerai, l'envoyait tel quel au Canada ou en Suisse pour raffinage, puis revendait l'or purifié sur le marché mondial. Désormais, elle devra installer une unité de traitement dans le pays, employer des ingénieurs burkinabés, former des techniciens locaux et partager ses méthodes avec l'industrie nationale. Les lingots sortiront du Burkina Faso, estampillés, fabriqués au Burkina Faso, preuve d'une transformation réelle sur le territoire. Face à ce bouleversement, la réaction des multinationales ne tarde pas. Le lobbying s'intensifie dans l'ombre. Réunions confidentielles, tentatives d'amendement pragmatiques, manœuvres pour retarder l'application en invoquant la complexité technique. Les entreprises menacent aussi d'aller devant les tribunaux. Arbitrages internationaux, plaintes pour rupture d'accords d'investissement, pression via les clauses de protection des investisseurs étrangers. Chaque article de la loi est disséqué, chaque virgule discutée pour y trouver une faille exploitable. Mais la bataille ne se limite pas au juridique. Une campagne médiatique s'emballe, éditoriaux alarmistes, interviews anxiogènes, reportages qui peignent le Burkina Faso comme un pays à risque pour les investissements. Les grandes chaînes internationales agitent le spectre d'un isolement économique, présentent la réforme comme un saut dans l'inconnu, voire une menace pour la stabilité régionale. L'objectif est limpide, faire peur à la population, accentuer les pressions sur le gouvernement par la peur du chaos. Les groupes miniers durcissent le ton. Ils ralentissent volontairement des projets, gèlent de nouveaux investissements, distillent la menace de délocalisation ou de suppression d'emplois. Parfois, ils orchestrent un chantage sur les prix ou les approvisionnements, espérant faire plier le pouvoir par la lassitude ou le désarroi. Leur pari, éroder la détermination politique, provoquer des divisions internes et forcer à des concessions face au risque d'un exode financier massif. Ce genre de bras de fer n'est pas inédit. Souvenons-nous de la Guinée, en 2011, lorsque le président Alpha Condé tente de renégocier les contrats miniers pour obtenir une plus grande part des revenus. Les multinationales menacent de partir, ralentissent les investissements, et la croissance du pays s'en ressent pendant plusieurs années. Mais au final, la Guinée obtient des conditions plus favorables et parvient à renforcer sa souveraineté sur la bauxite. Le danger est immense. L'économie nationale subit des pressions inédites, certains secteurs vitaux ralentissent, l'accès au financement international se complique chaque jour. La peur d'un sabotage interne, d'un étranglement financier
ou d'un isolement brutal s'installe dans les esprits. Pour Traoré et ses soutiens, céder maintenant reviendrait à accepter un retour à la dépendance et à la paupérisation programmée. À ce stade, une question cruciale se pose. La loi survivra-t-elle à cette tempête? Son avenir ne repose pas seulement sur la rigueur juridique du texte, mais surtout sur la capacité du pays à tenir, à imaginer des alternatives, à forger une unité nationale autour de ce pari collectif. Mais au-delà des batailles juridiques et médiatiques, la résistance s'organise aussi à la base. Car cette loi, pour s'enraciner, devra devenir l'affaire de tous. Et si l'épreuve de force s'éternisait, qui plierait le premier, l'État ou le conglomérat? Cette loi sur la transformation locale n'est plus une simple réforme. Elle est devenue une ligne de fracture. Si Ibrahim Traoré résiste, il ne crée pas seulement un précédent pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique désireuse de maîtriser sa chaîne de valeur. L'État, de son côté, joue la carte de la résilience. Il diversifie les fournisseurs, anticipe les ruptures, bâtit des plans de secours. Informer la population, publier les engagements, annoncer les retards, il s'agit de ne jamais laisser l'incertitude ronger la confiance nationale. Prenons exemple sur la Malaisie, qui, dans les années 70, impose des quotas de transformation locale sur le caoutchouc et l'huile de palme. Les investisseurs étrangers menacent de partir, mais le gouvernement tient bon, soutient l'innovation locale, et le pays finit par devenir un leader mondial du caoutchouc transformé. Mais survivre à la pression ne se limite pas à la logistique. Il faut renforcer les audits, surveiller chaque contrat, traquer la corruption qui rôde à chaque étape. Sans vigilance, la transformation pourrait rapidement devenir un nouveau terrain de détournement, où les vieilles habitudes se dissimulent sous le masque du progrès. Dans les médias, sur les réseaux, la bataille du récit s'intensifie. La loi ne doit plus passer pour une simple question économique. Elle devient affaire de dignité. Le contrôle des ressources symbolise l'avenir du pays. C'est l'âme même de la nation qui se joue, bien plus que le prix d'un lingot ou d'un minerai. Mais derrière les portes closes, l'ultime confrontation s'organise. Les coalitions d'entreprises affûtent leurs armes financières, hausse du coût du capital, menaces sur la réputation du pays, chantage médiatique. Dans ce duel, la moindre faille pourrait effacer des années de progrès, car chaque concession relance l'idée que rien ne change jamais vraiment. L'enjeu est colossal. Si Traoré échoue, ce sera le triomphe de la dépendance, la preuve qu'aucun pays africain ne peut briser le cycle de l'export brut. Mais s'il tient bon, ce modèle pourrait inspirer au-delà des frontières. Tout se joue maintenant. Chaque citoyen détient sa part de risque et d'espoir. Reste à savoir jusqu'où chacun est prêt à aller. La tension grimpe, le pays retient son souffle. Ce qui distingue une révolution durable d'une simple réforme, ce n'est pas l'élan initial, mais la discipline sur la durée. L'histoire regorge de lois ambitieuses qui, faute de vigilance, ont été vidées de leur sens. Alors, comment garantir que le nouveau modèle burkinabé ne soit jamais réduit à un simple épisode et que la souveraineté sur les ressources devienne un acquis inaliénable? Première étape, rendre la loi visible, concrète, impossible à contourner. Chaque engagement doit être affiché publiquement, chaque échéance respectée ou sanctionnée. Fini les promesses secrètes, les arrangements discrets pour les puissants, et surtout, aucune place pour l'opacité ou les zones grises. Pour ancrer cette transparence, le gouvernement pourrait instaurer un portail en ligne où chaque projet minier est suivi en temps réel. Les citoyens pourraient consulter l'avancement des usines, la formation des ouvriers et signaler toute anomalie. Ce type d'approche, déjà testé en Estonie pour la gestion des fonds publics, a permis de réduire la corruption et d'accroître la confiance dans l'action de l'État. Deuxième clé, instaurer une culture de l'alternative. Il faut briser le vieux réflexe du « pas d'investisseurs, pas de futur ». Pour cela, miser sur des partenariats flexibles, bâtir des plans B industriels, soutenir un tissu d'acteurs locaux capables de réagir au départ soudain. Ainsi, aucune multinationale n'est indispensable, et le pays garde l'initiative, même sous la menace de retrait. Un exemple inspirant vient du Chili, qui, face au monopole des multinationales sur le cuivre dans les années 70,
décide de nationaliser la filière et d'investir massivement dans l'innovation locale. Malgré les pressions, le pays développe des compétences nationales et devient un acteur incontournable dans la production de cathodes de cuivre, créant des milliers d'emplois qualifiés. Troisièmement, transformer le regard collectif. La transformation locale doit s'imposer comme une évidence, non comme une exception. Il s'agit de valoriser publiquement chaque usine qui ouvre, chaque emploi formé, chaque technologie maîtrisée. Quand la réussite se voit, elle inspire confiance et devient la norme attendue. Pour y parvenir, il faut raconter les histoires de réussite. Par exemple, donner la parole à des jeunes ingénieurs burkinabés qui, grâce à la nouvelle loi, ont créé leur propre atelier de traitement du manganèse. Leur témoignage, diffusé dans les écoles et les médias, deviendra un modèle pour la génération suivante. Quatrièmement, rendre le processus irréversible. Transparence, audits indépendants, contrôle citoyen doivent devenir des réflexes institutionnels. Les chiffres ne doivent plus dormir dans les bureaux, mais vivre sur la place publique, analysés et débattus. C'est ainsi que la société reste vigilante, prête à détecter et stopper toute tentative de retour en arrière. Une idée concrète. Instaurer un conseil de suivi citoyen composé de représentants de la société civile, des syndicats et d'experts indépendants. Ce conseil publierait chaque trimestre un rapport public, détaillant les progrès, les retards et les obstacles rencontrés. Un tel organe existe déjà en Norvège pour la gestion du fonds souverain pétrolier, garantissant que la manne pétrolière sert réellement le bien commun. Cinquième point, reconnaître l'investissement véritable. Un investissement réel se mesure par la valeur créée sur place, la montée en compétences des travailleurs locaux, le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale et une fiscalité limpide. À l'inverse, l'extraction déguisée se reconnaît à ses promesses creuses, ses usines fantômes, ses contrats opaques où la richesse fuit sitôt la frontière franchie. Pour encourager l'investissement durable, le Burkina Faso pourrait s'inspirer du modèle botswanais. Ce pays, longtemps dépendant de l'exportation de diamants bruts, a obligé De Beers à transférer le centre de tri et de taille à Gaborone. Aujourd'hui, des milliers de jeunes sont formés dans la joaillerie et la valeur ajoutée reste dans le pays. Mais le plus grand danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Il réside aussi dans le relâchement intérieur, la tentation de croire la bataille gagnée alors qu'elle ne fait que commencer. Sans engagement collectif, sans exigence permanente, la porte s'ouvrirait de nouveau à la dépendance et le cycle de l'appauvrissement reprendrait. Pour réussir, il faut des outils concrets, mais surtout un esprit partagé. Un peuple vigilant, des institutions transparentes et une jeunesse qui voit dans l'industrie locale non un repli, mais une promesse de dignité et de progrès. Reste une ultime question. Que retenir de cette transition et comment, concrètement, chacun peut-il y prendre part? Dans le tumulte des débats, une certitude s'impose. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit au quotidien. Quels gestes, quelles décisions individuelles et collectives feront la différence demain? Voici des pistes d'action concrètes pour chaque citoyen. Premièrement, s'informer. Comprendre la loi, ses objectifs, ses enjeux. Partager l'information avec son entourage, organiser des débats dans les quartiers, les écoles, les universités. Plus la population s'approprie la réforme, plus elle devient inattaquable. Deuxièmement, soutenir les entreprises locales. Privilégier, autant que possible, les produits fabriqués au Burkina Faso. Encourager les jeunes entrepreneurs à investir dans la transformation, la maintenance industrielle, l'innovation technologique. Troisièmement, participer à la vigilance citoyenne. Signaler toute dérive, toute opacité, sur les plateformes dédiées. Exiger des comptes aux élus, interpeller les responsables en cas de blocage ou de lenteur. Quatrièmement, investir dans la formation. Les jeunes doivent se former au métier de la transformation industrielle, de l'ingénierie, de la maintenance. Les universités et centres techniques peuvent adapter leurs programmes pour répondre aux besoins de la filière. Cinquièmement, s'ouvrir à la coopération régionale. Le Burkina Faso n'est pas seul. D'autres pays africains observent, s'inspirent et pourraient bâtir avec lui des partenariats pour mutualiser les savoir-faire, les équipements,
Les marchés. L'exemple de l'Union européenne, où la coopération industrielle a permis de rattraper le retard sur les États-Unis dans de nombreux secteurs, montre que l'Union fait la force. Voulez-vous rester simple spectateur ou devenir enfin acteur de la valeur qui s'ancre dans notre pays? À chaque époque, une génération affronte un choix décisif. Mais rares sont les décisions qui marquent aussi durablement que celle de la souveraineté économique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de demander notre part, il s'agit de la bâtir, pierre après pierre, par nos actes conjoints. Rester passif, c'est accepter que d'autres écrivent le futur du Burkina Faso à notre place. C'est laisser l'histoire se répéter. Des ressources extraites, expédiées, transformées ailleurs, tandis que nos jeunes cherchent du travail, que nos compétences s'effritent, que notre dignité se dissout. Ce constat n'est plus une fatalité, il devient un choix. Agir, c'est décider que la richesse née de notre sol ne doit plus partir sans avoir d'abord nourri nos usines, formé nos ingénieurs, bâti nos écoles. La souveraineté ne s'attend pas comme un cadeau. Elle se conquiert, s'exige, se construit, dans l'effort, la vigilance et la solidarité. La nouvelle loi n'est pas une protestation contre le monde, mais un acte réfléchi pour refuser la dépendance et tracer notre route. Elle impose une voie exigeante, du travail, de l'apprentissage, parfois des compromis, mais surtout une fierté retrouvée. Chaque citoyen détient une part de responsabilité et une parcelle de pouvoir dans le partage de la richesse. Allons-nous rester ceux qui regardent passer les trains de minerais ou ceux qui construisent la locomotive? Serons-nous les héritiers passifs d'un modèle ancien ou les pionniers d'une prospérité nouvelle? Ce choix, personne ne le fera à notre place. Aucun miracle ne surviendra. La route de la souveraineté industrielle est longue, semée d'obstacles, mais elle mène à la dignité, à la stabilité, à la prospérité pour chacun de nos enfants. N'attendons plus que d'autres changent les règles pour nous. Prenons notre place à la table, exigeons des comptes, soutenons les initiatives locales, formons-nous, mobilisons-nous. Car une loi n'a de force que si la société la porte et s'en empare. La souveraineté ne se réclame pas, elle se construit, elle s'exige. Le choix est entre vos mains, écrire ou laisser écrire l'histoire du Burkina Faso. À vous de décider.